Si vous regardez cet incendie, vous savez que les dernières attaques de drones sur Tuapse n'étaient là qu'un petit avant-goût de ce dont les Ukrainiens sont réellement capables. Plus d'informations dans le rapport de situation. 14/06/2026, nous sommes dans la 5e année et au 112e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue au rapport de situation. Aujourd'hui, nous examinerons des attaques contre d'autres installations pétrolières. Nous allons également voir comment les drones peuvent continuer à frapper des cibles en profondeur en Russie. Et nous allons également examiner la situation à Konstantinivka, l'un des points focaux du front. De nouvelles images montrent une attaque ukrainienne contre la zone industrielle de Nijni-Kamsk, au Tatarstan. L'objectif semblait être certaines parties de la raffinerie locale et des infrastructures énergétiques. Des drones FP1 ont été utilisés, que nous voyons étonnamment souvent ces derniers temps. Il y a eu une période où nous ne les voyons presque plus du tout. Les drones de nouvelle génération, les FP2 apparaissaient beaucoup plus souvent. Sur les vidéos, des personnes qui les enregistraient juste avant qu'ils ne s'écrasent dans une raffinerie quelconque. Mais comme Firepoint a pu augmenter à la fois la portée et la capacité de charge, nous voyons ici de nouvelles versions de ces drones. Nijni-Kamsk n'est pas une cible quelconque. La ville est un centre pétrochimique majeur en Russie, avec une raffinerie, une usine chimique et une installation de traitement essentielle à l'approvisionnement national en carburant et matières premières. La raffinerie est située loin du front et était longtemps considérée comme un site relativement sûr pour l'industrie russe. Ces objectifs sont désormais fréquemment visés par les drones ukrainiens longue portée, alors qu'on les croyait inatteignables il y a quelques années. Aucun drone au monde ne pourra jamais les atteindre. C'est pourquoi ils étaient jugés sûrs. Alors que les files d'attente en Crimée semblaient régionales, des restrictions sont maintenant signalées à Saint-Pétersbourg, Moscou et Kazan. Là-bas, les automobilistes ne peuvent acheter que 20 litres d'essence par plein dans certaines stations-service. C'est remarquable car il ne s'agit pas ici de régions isolées, mais bien des villes les plus importantes du pays. Quand on commence à limiter la vente de carburant à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ce n'est pas pour s'amuser, c'est simplement par nécessité. Ce sont précisément les lieux où cela devrait arriver en tout dernier. Il y a peu, des gens faisaient la queue sur des kilomètres aux stations-service en Crimée. Aujourd'hui, on parle de rationnement, de code QR et de pénurie de camions-citernes. Et aussi des limitations de quantité pour les métropoles russes qui viennent maintenant s'ajouter. Pour la Russie, il est évident que le carburant ne va pas manquer dès demain, je tiens à le préciser clairement. Mais de telles mesures sont mises en place précisément pour éviter cela. Les autorités cherchent clairement à répartir les stocks et à éviter les achats de panique. Pour les dirigeants russes, c'est une évolution très désagréable, car le carburant fait partie des matières premières dont on ne souhaite pas évoquer la pénurie en Russie. La Russie était réputée pour être une station-service inépuisable. Si l'une des plus grandes nations pétrolières du monde commence maintenant à rationner l'essence, ce n'est pas un très bon signe, et je pense que je n'ai pas besoin de le préciser davantage. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'a déjà fait pour moi. En effet, elle demande l'aide des soi-disant États amis en raison des problèmes de carburant en Russie. Il faut s'imaginer cela. La Russie possède les 8e plus grandes réserves de pétrole au monde, extrait chaque jour des millions de barils du sol et affirme depuis des années que les sanctions sont inefficaces. Il n'avait sans doute pas anticipé les sanctions cinétiques. Maintenant, il sollicite l'aide d'autres pays à cause du manque de carburant. Grâce à quelques drones bon marché, l'Ukraine contrôle fermement la logistique et la production de carburant du pays. Il y a 3 ans, comme je l'ai dit, tout le monde aurait pris cette info pour de la satire. En Crimée, les gens attendent dans des heures aux stations-service, tout étant rationné et de nouvelles restrictions apparaissent chaque jour, obligeant Moscou à reconnaître que la situation n'est pas aussi détendue qu'on le prétendait depuis des années. Et c'est un signal très très important qu'une instance officielle formule une telle demande. Le dépôt de carburant de Temj à Rybinsk, région de Yaroslavl, est en flammes. Ce n'est pas un simple dépôt de carburant en périphérie d'une ville de province. L'installation fait office de réserve stratégique pour stocker et distribuer du carburant en cas de crise ou d'urgence. Précisément pour ces moments-là, lorsque les voies d'approvisionnement normales sont perturbées ou interrompues. Pas besoin d'être un génie pour voir que cette évolution n'est pas souhaitée actuellement. Plus les problèmes de transport, de stockage et de distribution persistent, plus ces sites de réserve deviennent importants. Si ces installations tombent en panne ou sont endommagées, cela accroît la pression sur tout le système. Puis, il ne reste plus rien. Ce sont déjà des installations de secours. Il n'existe pas de réserve pour la réserve. Après, il n'y a plus rien. Ce qui suit maintenant, cependant, c'est la nappe de pétrole qui s'étend désormais au-dessus des toits des habitants. Regardons du côté de Konstantinivka.
Konstantinivka est en train de devenir de plus en plus le prochain grand champ de bataille urbain dans le Donbass. Après Bakhmout, Chassivyar et Toretsk, voici la 4e grande bataille sur ce petit tronçon de front depuis le début de la guerre. Ces localités sont toutes voisines. Ici, nous voyons Konstantinivka, ici Chassivyar, juste à l'est Bakhmout et Toretsk. Cela se trouve un peu plus au sud de Konstantinivka, à cet endroit-ci. C'était la dernière grande bataille dans la région. Et maintenant, il s'agit justement de cet ancien carrefour. Depuis novembre, les Russes essaient d'avancer petit à petit vers la ville. D'abord par les banlieues, avec des infiltrations et attaques sur les quartiers périphériques. Plusieurs quartiers sont désormais disputés et l'Ukraine perd le contrôle dans la ville. Parfois, les positions ukrainiennes et russes ne sont séparées que par quelques rues. On observe à nouveau une tactique russe que nous avons déjà vue à Pokrovsk. Comme on ne parvient pas à couper totalement les voies d'eau d'approvisionnement ukrainiennes, on tente plutôt de se battre pour les atteindre. L'objectif n'est pas forcément un grand encerclement, mais de compliquer l'approvisionnement pour forcer les défenseurs à se replier. Actuellement, les plus grands combats se concentrent sur 3 points chauds dans le nord et le nord-est. Près de Livka, des unités ukrainiennes de la 156e brigade mécanisée, ainsi que des forces spéciales de Kort et Omega, combattent les forces russes de la 4e brigade de fusiliers motorisés. Tout cela se passe ici, au marqueur bleu. Un peu plus à l'est, il y a aussi des combats. C'est en fait le 2e point focal. Voici la zone du parc belge et du parc Shemeker, où les combats ont actuellement lieu. Presque chaque pâté de maison et un 3e point focal est situé un peu plus à l'est, ici. Ici aussi, les unités russes et ukrainiennes s'affrontent dans un espace limité, avec des combats très intenses. Toute la zone jaune montre des secteurs où les combats font rage actuellement. Ici, soldats russes et ukrainiens s'affrontent dans de petites escarmouches, surtout lors de combats urbains et de maison à maison. Cependant, les plus grands combats ont lieu ici, à ces 3 endroits. Un commandant de corps ukrainien a récemment évoqué environ 130 soldats russes dans la ville. D'autres observateurs jugent ce chiffre trop bas et pensent qu'il y aurait plutôt plusieurs centaines à 1 millier de soldats. Pour ma part, 130 me paraît aussi bien trop peu. Il n'y a ici aucun signe d'encerclement des défenseurs ukrainiens, ce qui indique aussi l'absence de ligne de front rigide, contrairement à il y a quelques années. Actuellement, les Russes remportent probablement à Constantinople leur plus grand succès depuis des mois et mettent fortement la défense ukrainienne sous pression. Il n'est pas encore clair comment une victoire dans la ville pourrait mener à une percée opérationnelle plus large. Ou, pour le dire autrement, la bataille de Constantinople pourrait toucher à sa fin, mais il n'y aura pas vraiment de gain opérationnel. Je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Alge. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Rennecke, Sila Düsseldorf, Frédéric Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Et à bientôt pour le prochain rapport de situation.